il est possible de choisir l'état que l'on a ou que l'on veut avoir par rapport à une situation. On a une richesse insoupçonnée devant notre nez et quelque part, on a la possibilité de changer notre approche de l'économie en proposant en fait quelque chose d'un peu différent. Bonjour à tous, je suis Jude Gustave et je suis ravi de vous accueillir sur le second épisode de Hors Zone, le podcast qui décrypte les petites réussites et les grands succès. À travers ce podcast, je vous propose d'écouter des conversations avec des personnes inspirantes, des entrepreneurs, des artistes, des sportifs ou simplement des personnes qui ont entrepris de sortir de leur zone de confort. Mon objectif, c'est de décortiquer leur cheminement de pensée, de comprendre ce qui les motive au quotidien et d'apprendre de leur expérience. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à liker et à le partager sur la plateforme que vous utilisez. D'ailleurs, il sera bientôt disponible sur Apple Podcast, j'espère dans les prochains jours qui vont venir là. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la seconde partie de ma conversation avec Rémi Roche. Lors du premier épisode, nous avons parlé de la zone de confort et de leadership. Dans cet épisode, nous abordons les thèmes de la PNL et du mind mapping. Je vous préviens, Rémi est passionnant. Alors que vous soyez familiarisé ou pas avec ces notions, je vous invite grandement à l'écouter, voire même à prendre des notes, car il est une grande source d'inspiration. Assez parlé, place maintenant à ma discussion avec Rémi Roche. Alors, la programmation neurolinguistique Déjà, est un outil qui a été inventé dans les années 70 par John Grinder et Richard Bandler. Ouais. Donc c'était un peu vers Palo Alto, donc tout ce qui était côte ouest américaine. Et ils se sont intéressés en fait aux travaux notamment de Dr Erickson, Ouais. qui lui était capable d'accompagner des gens. Donc c'était un thérapeute, hypnothérapeute. Ouais, il y a un hypnothérapeute et un linguiste. Je ne sais pas lequel est Alors, lequel, mais il y voilà. avait, donc Grinder était linguiste. Ouais. Et Bandler, lui, était plutôt orienté cybernétique, donc c'est un informaticien. Ouais. Et en gros, ils ont compris qu'il y a les gens ont des comportements qui sont associés à leur façon d'interpréter en fait ce qui se passe. Et il est possible en fait de leur donner la possibilité de créer d'autres options, d'autres façons d'interpréter les situations pour ne pas avoir les effets qu'ils estiment négatifs. Donc pour moi, la PNL, c'est 3 choses. Pour vraiment simplifier. La première chose, c'est de donner plus d'options. Donc, par exemple, j'ai un comportement, quand je suis stressé, je vais fumer. Ouais. D'ailleurs, je ne fume pas, donc j'invite tous les gens à ne pas fumer. Mais... Bref, donc c'est pas bon pour la santé. À ne pas boire non plus. Ouais, bon, en tout cas, diminuer sur certaines choses, parce que ça touche votre Rémi boit, en fait. votre vie. Ben ouais, bien sûr, il faut consommer un peu les petits punch, ça fait du bien aussi, surtout dans le froid canadien. Tout ça pour dire, donc vraiment, en fait, je crée plus d'options. Donc quand je vais fumer, en fait, mon intention, l'objectif que j'avais, c'était de me détendre. L'action de respirer profondément pendant que je fume, c'est ça qui va faire que les gens se détendent. Il y a aussi bien sûr dans la nicotine et certains trucs chimiques qui vont avoir des effets. Mais si vous faites l'expérience de juste respirer profondément pendant quelques temps, comme si vous étiez en train de fumer, vous allez voir aussi que ça va avoir un effet de détente. Ouais. Donc on peut changer en fait ce comportement, cette envie de détente, par un autre comportement qui sera moins nocif et moins toxique pour soi. Deuxième aspect de la PNL, c'est la gestion de son état. Donc souvent en réalité, c'est ce qu'on appelle le choix de son état. Donc quand on est face à un stress ou un stimuli de stress, par exemple, je sais pas, quand on joue à la PlayStation 4 et puis que les parents disent venez manger, ça interrompt en fait, notre activité. Et c'est quelque chose qui est fait à chaque fois qu'on perd la partie, on s'énerve et puis on balance la télécommande ou je sais pas quoi, la manette, etc. Donc ça, c'est un exemple d'état. On n'est pas bien, on n'est pas content. Ben, il est possible de choisir l'état que l'on a ou que l'on veut avoir par rapport à une situation.
Ce choix, Ok. c'est très important. C'est comme, je sais pas si vous avez vu le film After Earth avec Will Smith et son fils Mais et Jaden. il est nul ce film, je crois. Alors, beaucoup de gens estiment qu'il est nul. Moi, c'est l'un des films que je préfère D'accord. de Will Smith. Ouais. Les gens, en fait, quand je regarde un film, je cherche à voir l'intention qu'il y a derrière. Et quelle est la leçon que je peux tirer du film. Une des leçons que j'ai vues, et c'est déjà dans le slogan, c'est que la peur est un choix. Ouais. C'est la petite phrase qui est écrite juste en dessous du grand titre After Earth. Ouais. La peur est un choix. Quand vous réfléchissez, la situation en fait de peur que vous allez rencontrer est réelle. Il y a un risque que vous soyez attaqué ou il y a un risque que vous fassiez mal. Mais quelle est la différence entre quelqu'un qui a eu plusieurs fois l'expérience de saut en parachute et quelqu'un qui va sauter la première fois? La première fois, il va se dire je vais mourir, il va se mettre une montagne. Et donc il va subir la peur et ça va devenir en fait quelque chose qui peut potentiellement le traumatiser et il va perdre finalement ce qu'on appelle le choix de son état. Il va subir la situation. Alors que quelqu'un qui a déjà sauté plusieurs fois, par expérience, il sait qu'il y a un risque, il va sauter, peut-être que son parachute ne va pas s'ouvrir, peut-être qu'il va mourir, mais il fait le choix de rester lucide et de gérer autrement la situation. Et c'est important de penser, c'est pas qu'on va gérer le stress, c'est pas qu'on va gérer en fait son état, parce que gérer, ça veut dire qu'on a une forme de contrôle sur la situation. Alors que en réalité, on n'a pas de contrôle. Quand on saute en parachute, il peut se passer tellement de choses. Quand on est face à quelqu'un qui nous énerve, il peut se passer tellement de choses. Et surtout, le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est comme si on donnait en fait à la personne qui nous énervait ce contrôle-là. Pourtant, ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, l'autre qui est en train de me crier dessus, ben, il ne touche pas en fait ma glande pour générer la cortisol. C'est pas lui qui est en train de sécréter ça, c'est moi en fait qui est en train de le sécréter. Donc mon envie d'aller me battre parce que quelqu'un vient de me dire Kounia, c'est moi qui le génère tout seul. Le pouvoir, c'est pas lui qui l'a, c'est moi qui le lui donne. C'est hyper intéressant ce que donc tu je dis. peux aussi choisir de ne pas donner ce pouvoir à la personne qui est à l'extérieur de moi. Je peux choisir de fonctionner autrement et d'avoir un autre comportement, une autre réponse à ce stimuli. C'est ce que j'appelle le choix de l'état. Ouais. Et donc, quand on est au travail, quand on est dans les études, quand on est face à sa famille, dans les relations, etc., on va pouvoir choisir l'état et changer son comportement. Et ça nous permet de faire un pas en avant extraordinaire, souvent. Et c'est une des choses que je mets en place lorsque je fais du coaching en PNL. Il y a généralement en 5 étapes. On arrive justement à ce que la personne puisse prendre conscience, parce que souvent la PNL passe par l'inconscient, mais la personne, au bout d'un certain nombre d'étapes de coaching, généralement il faut 3 à 5 étapes, la personne va prendre conscience en fait qu'elle a justement franchi ce gap, franchi cette étape, et donc ça s'appelle le breakthrough pattern. Donc j'ai fait ma formation avec John Grinder, un des fondateurs de la PNL, et au sein d'une école qui s'appelle la NLP Academy à Londres. Et en fait, c'est très intéressant en fait de comprendre ce type de mécanisme par rapport au comportement, parce que derrière ça touche la relation qu'on va avoir avec les gens, ça touche les croyances, ça se dire je rentre au pays et je vais me retrouver face à des gens qui ne m'attendent pas ou qui n'ont pas envie de travailler avec moi. C'est dans sa tête. Comment tu sais ça? Est-ce que c'est parce que les gens ont fait une grimace qu'ils ne t'aiment pas? Ouais. Comment tu peux savoir? Tu peux pas faire ce qu'on appelle le mind reading en PNL. C'est la personne en fait, elle te dit, tu te dis, je sais qu'elle m'aime pas. Et qui j'en savent ça? Ou dans tes tailles alors? Donc il faut lui poser la question. Est-ce que tu m'aimes pas? Non, pourquoi tu dis ça? Mais j'ai vu que tu as fait une grimace. Ah bon? Tu as déjà vu quelqu'un qui fait une grimace qui t'aime? Est-ce que ta maman t'as fait déjà des grimaces? Oui. Est-ce qu'elle t'aime? Oui. Donc pourquoi tu te fais une montagne? Il n'y a pas de problème. En Côte d'Ivoire, on dit affaire sur mollet de serpent. T'as déjà vu un serpent à mollet? Affairage, problème. Sur un mollet de serpent. Non, il n'y a pas. C'est une bonne façon de voir les choses. On se prend la tête des fois pour rien. Donc la PNL a défini un ensemble de moyens de caractériser justement ce qu'on appelle les croyances. Donc ils ont un outil qui s'appelle le métaprogramme. Ouais.
Ça permet de voir justement les croyances que l'on fait. Quand tu as une cause, souvent ça amène une conséquence. Donc par exemple, il pleut ou il fait gris, donc ça veut dire il va pleuvoir. Donc je prends mon parapluie. Donc ça c'est une façon de penser. On fait des associations tous. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est le comportement normal du cerveau. Mais comment tu appliques ça à l'entreprise pour Alors, accompagner on va y arriver. Je termine juste pour la troisième partie de la PNL. La PNL s'intéresse aussi aux gens qui réussissent. Oui. Moi, c'est ce que c'est le premier truc que j'ai lu quand je m'y suis intéressé, justement. Ouais. Donc en gros, la PNL estime que chacun a un talent, un côté génie, et ce génie qui s'exprime d'une façon ou d'une autre. Donc ça peut être quelqu'un qui, tous les matins, arrive à se lever pour aller faire une marche d'une demi-heure. Mhm. Et on voit que la personne est en bonne santé, elle est heureuse tout le temps, grâce à cette marche-là. Donc on dit, mais comment tu fais te lever tous les matins pour aller faire une marche? Parce que moi, à 6h du match, je suis encore en train de dormir, quoi. Toi, tu te lèves à 4h30, tu vas faire tous les jours ta marche. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rituel? Quelle est ta recette? Donc, on va mettre en place en fait quelque chose qui s'appelle la modélisation, qui va faire qu'on va essayer de comprendre les étapes que suit quelqu'un pour réussir. Et c'est ce qu'a utilisé des coachs, certains coachs célèbres, comme Anthony Robbins, pour pouvoir aller derrière. Pouvoir illimité. Pouvoir illimité, le Power Within, etc. Enfin, il a écrit plusieurs livres. Et derrière, il cherche, lui, à aller chercher les stratégies gagnantes des gens pour pouvoir en fait créer un processus, une procédure et la rendre accessible en fait à tout le monde. Donc comment maintenant on applique la PNL dans le cadre du travail? Une fois, j'étais en fait Scrum Master et aussi Business Analyst. Business Analyst, c'est analyse d'affaires en français. Ça consiste à aller chercher les spécifications, les requis du métier et de les traduire, les écrire dans des cahiers des charges, des spécifications pour pouvoir les donner aux équipes techniques. Donc c'est un rôle qui est important puisqu'on va quelque part expliquer aux développeurs qu'est-ce qu'on attend du logiciel. Donc à l'époque, j'avais pris une décision qui était en fait une décision plutôt bonne dans le contexte dans lequel on était. Malheureusement, 2 mois plus tard, les règles avaient changé et la décision que j'avais prise n'était plus bonne parce que des choses avaient été clarifiées et bref, je m'étais trompé. Et on arrivait à la fin du projet. Et les équipes étaient en France et en Inde. Et les Indiens disaient non, c'est fini, il n'y a plus de budget, on finit dans 2 semaines, on va pas aller changer en fait les fonctionnalités du logiciel parce que Rémi s'est trompé. Donc ça commence à devenir un conflit parce que les autres analystes d'affaires commencent à prendre ma défense, certains qui m'aiment bien commencent à prendre ma défense, ceux qui sont un peu plus fermes disent non, et donc ça commence à batailler au téléphone. Donc moi je vois pas les gens, je vois pas leur tête, mais j'imagine qu'ils commencent à tirer les traits et à être fâchés. Au bout d'un moment je tousse et je leur pose une question. J'ai bien entendu que on va pas faire le changement et qu'on n'a plus de budget. Mais j'aimerais que vous vous mettiez à la place de la personne qui va recevoir notre logiciel. Notre client, la personne pour laquelle on a travaillé aussi longtemps et aussi dur. Il reçoit notre logiciel comme on l'a fait. Comment vous pensez qu'il va réagir? Le client, donc même l'utilisateur du logiciel qu'on a développé en tant qu'équipe. Là, un an je passe. Maintenant, suite à la réaction de notre client, est-ce que vous vous sentez fier de ce qu'il a dit et de ce qu'on aura fait? 2 ou 3 ans je passe. Là maintenant je leur dis, les gars, est-ce que vous n'avez pas envie qu'on soit fiers de ce qu'on fait comme travail? Parce qu'on a déjà pas mal souffert. C'est vrai, il ne reste plus beaucoup de temps, mais ce qu'il y a à faire pour que ça marche, il n'est pas si loin, c'est encore possible. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse? Oui, tout le monde a répondu oui unanimement. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de le faire dans les 2 semaines qui restent? Alors, telle partie ce sera possible, telle autre, il y a plus de risques que ça ne marche pas, mais on va quand même faire de notre possible. 1 semaine plus tard, tout était fini. Et c'était prêt. Et donc, c'est une application, en fait,
Voilà, concrètes c'est ce que de j'allais gestion dire. de conflits Ouais. avec des outils comme l'intelligence émotionnelle et la PNL. Ok. Parce que, qu'est-ce que j'ai fait là? J'essaie de remonter dans ce qu'on appelle l'intention positive. Le PNL dit que tout comportement a une intention positive. Par exemple, quand tout à l'heure je prenais l'exemple d'aller fumer, l'intention c'était de se détendre. D'accord? Ça peut être un exemple d'intention. Donc, le conflit que les gens avaient, c'était on était en train de se battre parce qu'on avait oublié le pourquoi. Et le pourquoi, c'est quelque chose qui est très bien décrit d'ailleurs par quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek. Donc, si vous avez envie de vous documenter ou d'avoir en fait quelqu'un qui parle de ça, Simon Sinek, ce sont des vidéos que vous allez pouvoir trouver sur Internet, YouTube, LinkedIn. Ouais. Et il explique pourquoi les entreprises et les équipes doivent s'intéresser au pourquoi. Ouais. L'intention, c'est ce qui va permettre aux gens de se fédérer. Quelle est l'intention que l'on a en tant que citoyen, en tant que peuple français, ou même en tant que peuple guadeloupéen? Quelle est notre intention? Quel est notre plan sur les 5 prochaines années ou les 6 prochaines années? Quand le maire vient nous faire en fait une proposition de son plan et nous fait les fameuses promesses, en tant que citoyen, on a la possibilité de devenir des leaders, même à notre niveau, même si on est des servantes leaders, mais on peut influencer. Et les décisions que l'on va prendre, les choix que l'on va faire, ben c'est quelque part ce qui va permettre d'avoir en fait une dynamique collective. Donc, quand on me dit que, par exemple, le Memorial Act n'est pas en fait ne représente pas l'identité en fait de ce qu'on a pu vivre par rapport à l'esclavage, je comprends. Mais quelle est l'intention en fait? Quelle est notre intention par rapport à notre identité? Nous, Guadeloupéens, déjà, c'est quoi être Guadeloupéen? Où est-ce qu'on veut aller? Quel est notre plan dans les 5 prochaines années? Est-ce qu'on veut devenir les meilleurs dans le... Je sais pas, on nous dit le tourisme. Mais quand je regarde la diversité, à chaque fois que je viens en Guadeloupe, je suis émerveillé par au moins 2 choses. La faune, la flore, c'est la première chose. Et puis par les gens. Ouais. Les gens que je rencontre sont tous curieux. Ils ont tous cette énergie, cette envie en fait d'apprendre et de grandir. Donc c'est génial. Maintenant qu'on a dit ça, quel est le plan? Qu'est-ce qui nous fédère? Quand on regarde la Corée du Sud, c'est un pays qui n'a pas de ressources minières. C'est un pays qui n'a pas le pétrole pour pouvoir en fait dire on va devenir une puissance mondiale grâce à nos matières premières. Quelque part, ça ressemble un peu à ce que l'on a en Guadeloupe. Par rapport à, si on fait une comparaison, on a à peu près le même point commun. Ils ont fait le choix, et c'est ce que dit Idriss Aberkan. Oui. Donc Idriss Aberkan, c'est un professeur qui parle de biodiversité, de biomimétisme. Et c'est quelqu'un en fait que je vous invite également à découvrir sur les vidéos qu'il met sur YouTube. Je mettrai tout ça dans les références du podcast. Il parle notamment d'une crevette qui est capable de casser la vitre d'un aquarium. Ouais. Et donc les scientifiques qui étudient en fait finalement la faune et la flore s'inspirent de la biodiversité pour pouvoir en fait innover. Et donc cette fameuse crevette, quand elle tape sous l'eau, elle crée une bulle. Et cette bulle lui permet en fait d'accélérer très très vite ses pinces. Et c'est ça qui lui permet après d'aller casser la vitre. Une application qu'ils ont choisi de mettre en place, c'est de construire des bulles autour des sous-marins pour leur permettre d'aller beaucoup plus vite sous l'eau. C'est un exemple. Mais ils étudient aussi les toiles d'araignée et pour créer en fait de nouveaux types de tissus avec des nouvelles propriétés, etc., etc. Et maintenant, quand je reviens à chaque fois que je redécouvre la Guadeloupe, je vois notre richesse, notre patrimoine au niveau de notre biodiversité. Enfin, chaque fois que je suis à l'extérieur de la Guadeloupe, et je suis 99% de mon temps en dehors de la Guadeloupe, je frime en parlant de la cerise acerola.
qui est, je sais pas combien de fois, 1000 fois plus ou 6000 fois plus riche en vitamine C que le citron. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui pousse chez nous. Ouais. Est-ce que vous avez entendu parler de la surette? La surette, Oui, la c'est fameuse en fait... surette. il y a eu un événement l'autre jour organisé par une association qui s'appelle Résilience, dont je fais partie, qui a mis en avant la surette. La surette est un fruit qui pousse à l'état sauvage partout en Guadeloupe. Mais il y a des gens qui ont fait des doctorats sur la surette pour pouvoir démontrer qu'elle a des vertus. Ouais. Il y a des gens qui font du miel avec la surette. Il y a des gens qui font des produits cosmétiques. Donc, tout ça pour dire qu'on a une richesse insoupçonnée devant notre nez. Et quelque part, on a la possibilité de changer notre approche de l'économie en proposant en fait quelque chose d'un peu différent. Ouais, mais enfin, ce que tu disais sur l'intention, en tout cas, j'ai trouvé ça très très pertinent parce que on peut le raccorder à plein de moments et d'autres environnements. Je pense par exemple à même au recrutement en fait. Quand tu recrutes, le fait de savoir l'intention de la personne que tu recrutes. Est-ce que la personne vient parce que c'est un boulot qu'elle considère un boulot alimentaire ou est-ce qu'elle veut vraiment... Enfin, pourquoi elle veut travailler dans l'entreprise? Moi, dans mon secteur, quand on fait du recrutement de stagiaires dans le cadre de formation, c'est pareil. On voit tout de suite, en fonction de l'intention et du projet du stagiaire, on sait déjà si ça va bien se passer ou pas, s'il va réussir son cursus ou pas. Voilà. Donc c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Là-dessus, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, bon, en tout cas, je te remercie pour toutes ces informations, toute cette source d'informations que tu nous as données. Je voulais aborder le mind mapping, mais bon, c'est un peu parce que tu as écrit un bouquin sur le mind mapping, donc je voulais que tu en parles un tout petit peu. Je peux. Mais pas forcément très longtemps, tu vois, parce que c'est quand même, ça fait un moment, hein, que donc, du coup, voilà, le mind mapping, donc une carte mentale, c'est une représentation visuelle des idées et des informations sous la forme d'une carte pour organiser un peu ces idées, ok. Et justement, alors on a bien compris comment tu utilises le mind mapping, la PNL dans la vie professionnelle. Le mind mapping, voilà, qu'est-ce que toi, ça t'a amené? Alors, dans le mind mapping associé à la vie professionnelle, à la limite, bon, si on connaît un peu, ok. Dans ta vie personnelle, est-ce que ça t'apporte, est-ce que tu l'utilises toi dans ta vie personnelle pour t'organiser, pour visualiser un peu tes idées? Comment ça se passe? Est-ce que tu as dans ta vie personnelle, tu l'utilises ou pas? Oui. Alors comment? Ok. De la même manière que j'utilise dans ma vie professionnelle. Ouais, ok. Le mind mapping est un outil visuel qui permet de prendre des notes en arborescence, ouais, en s'intéressant à des mots-clés. Donc, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur l'essentiel. Mmh. L'intérêt et la façon dont je le décris dans le livre, ce que je recommande, c'est d'utiliser d'autres choses, comme la mémoire spatiale. Comme c'est visuel, forcément, on va avoir en fait une représentation dans l'espace. Donc, ce qu'on aura écrit en bas à droite est différent de ce qu'on aura écrit en haut à gauche. Donc, ça permet de moi, à titre personnel, comme dans mon travail, de mémoriser les informations. J'utilise également la mémoire temporelle parce que j'écris le mind map en partant en haut à droite comme les aiguilles d'une montre. Je vais parcourir comme le cadran d'une horloge et aller donc de haut à droite, bas à droite et parcourir en fait le rond comme une. C'est une méthode pour l'écrire, le mind mapping. mapping. Je propose en fait une méthode pour utiliser le mind mapping. C'est ta façon de l'écrire. C'est ma façon. J'ai consolidé en fait dans le livre. Toute une façon d'aborder le mind mapping de façon très simple. Ouais. Le mind map est un outil qui est utilisé aujourd'hui dans les écoles. Et le constat que j'avais fait, c'est que c'était pas toujours bien utilisé. Ouais. Donc ce que je propose dans le livre, c'est une proposition pour l'aborder avec une structure. Et pour ce qui me plaît aussi dans le mind map, c'est que comme on fonctionne par des mots-clés, on va avoir en fait la possibilité de faire ce qu'on appelle des associations. Donc, est-ce que
vous êtes d'accord que des fois, vous commencez par un sujet qui est l'intention, et puis vous finissez par les pieds surettes. D'accord, donc en fait, naturellement, le cerveau fonctionne par association. Et avec le mind map, on va pouvoir en fait mettre un mot-clé sur une branche, et la branche qui est juste après, on va pouvoir mettre un autre mot-clé qui permet en fait de faire une association logique pour la personne qui l'écrit. Et donc, elle n'aura pas besoin d'écrire énormément pour pouvoir stocker beaucoup d'informations. J'utilise le mind map également pour structurer, hiérarchiser l'information que je reçois. Je vous explique. Comme on crée une branche principale et après des sous-branches et encore des sous-branches, on a la possibilité en fait donc finalement de hiérarchiser l'information. La branche principale va avoir une information importante. Par exemple, la thématique, ça va être, au début de notre discussion, c'était la zone de confort. On est rentré dans différentes sous-sujets par rapport à la zone de confort, comment ça se passe, je ne sais pas moi, par exemple, dans le cadre du travail, j'ai parlé de comment ça se passe au niveau personnel, avec la dépression, etc. Et puis, on a eu un autre moment dans notre discussion où on a abordé en fait la PNL. Donc, je suis rentré dans certains exemples. Donc, on peut faire en fait ce type d'association et rentrer dans des sous-branches. Donc, quelque part, je commence aussi à structurer l'information. Ça permet en fait donc de faire des catégories, et ce qui me permet de façon active, quand je suis en train d'écouter quelqu'un, de créer dans ma tête un mind map pour pouvoir structurer la façon dont je reçois l'information. Ça me permet donc de recevoir beaucoup d'informations, de pouvoir la retenir et de pouvoir l'analyser. Donc j'utilise le mind map pour analyser ce qui se passe généralement dans le cadre professionnel, mais aussi lorsque je fais un coaching, quand je fais des cours particuliers à des jeunes. Et on peut aussi utiliser le mind map pour faire ce que j'appelle un brain dump. Donc des fois j'ai énormément d'infos dans ma tête, j'ai l'impression que je me noie tellement j'ai des idées. Et ce que je fais, c'est que j'ai besoin de coucher ça sur papier. Les jeter et puis les jeter pour vider ma tête. C'est ce qu'on appelle en fait des fois la charge mentale. Alors c'est d'autres choses par rapport à la charge mentale, notamment on parle de charge mentale pour les femmes. Mais oui, l'idée c'est de se vider la tête pour être moins pour retrouver une certaine bande passante qui me permettra d'aborder d'autres sujets avec un peu plus de sérénité. Des fois aussi, j'ai des choses qui m'excitent. J'ai envie de je sais pas, penser à tel sujet et puis on me demande de me consacrer à l'écriture d'un rapport. Donc moi je pense en fait à ma sortie, organiser mon départ en Guadeloupe, il faut que je fasse ma valise qui m'attend et puis derrière on me dit mais il faut que tu livres le rapport à tel moment. Donc ce que je fais, c'est que je vais écrire quelque part ce que je vais mettre dans la valise sous forme de mind map, donc ça fait comme une sorte de to-do list. Et puis d'ailleurs quand j'ai vidé ma tête, je vais pouvoir être plus libre pour travailler sur le rapport. J'utilise le mind map à titre personnel pour faire mes courses. Donc des fois, je déteste faire les courses. J'estime que ça me bouffe beaucoup de temps. Donc ce que j'aime bien faire, c'est essayer de, quand je vais pour la première fois dans un magasin, je vais marcher dans tout le magasin pour savoir où sont les différents rayons. Et après, je vais dire, quand je rentre dans le magasin, je sais que d'abord je passerai par le rayon légumes, parce que c'est comme ça qu'ils ont disposé la géographie. Donc je vais écrire légumes dans mon mind map en haut à droite, et je mets tous les légumes que je vais acheter. Après, je sais que je passerai par le rayon fromage, parce que c'est juste à côté, c'est produits frais. Et puis je vais continuer à avancer, et puis là je vais passer par les pâtes, et puis j'irai au fond pour prendre le pack d'eau, quoi. Donc, si j'achète des bouteilles d'eau, parce que maintenant tu le fais sans rien écrire dans ta tête à toi. Aujourd'hui, oui, parce que je pratique le mind map depuis maintenant plus de 10 ans. La façon dont je l'enseigne et que je partage avec les gens, c'est on va prendre une feuille, on va prendre un stylo et on va faire quelque chose de physique. Donc c'est aussi quelque chose qui... Le mind map, c'est souvent je vois des enfants qui sortent leurs notes de cours et puis je vois des dessins dessus. Et je leur dis, mais donc tu dessines en cours? Oui, mais des fois je suis engueulé, j'ai pas le droit de dessiner. Ou bien je vois des adultes qui font des labyrinthes, des mazes sur leur feuille, parce que c'est leur façon en fait de se détendre et de se concentrer, aussi des fois. Moi j'ai beaucoup vu ça. T'es en réunion, avec un graphiste et tu vois que le graphiste il est en train de faire un super beau dessin pendant la réunion. Il écoute. Il écoute. Mais exactement. Et donc
ça veut dire que physiquement, on a quelque part besoin aussi de décharger notre excitation physique ou de faire autre chose que juste être assis dans une réunion. C'est ça. Et donc, on a besoin voilà. Donc, le mind map, c'est un dessin. On va dessiner dans le cadre du mind map. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des couleurs, on peut utiliser ce que j'appelle des symboles. Donc, ça peut être des émoticônes. Donc, moi, j'aime bien mettre des cœurs, des smileys. Ça permet justement d'activer cet aspect créatif que l'on a. Ça permet aussi d'activer l'aspect rationnel, puisqu'on va être sur quelque chose de structurant, de hiérarchique, etc. Et donc, ça fait que finalement, face à un contexte, face à une situation dans laquelle on a une expérience, parce que pour moi, en fait, tout est expérience. Pourquoi expérience ? Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, nos 5 sens sont activés. C'est comme ça qu'on reçoit l'information. Ça fait que, comme ces 5 sens sont activés, l'idée, c'est quand on est en cours ou quand on est dans une réunion, d'activer ces 5 sens. Parce que c'est ça qui va faire qu'on est alerte, qu'on va être ouvert à l'information. Donc, quand je suis en cours, j'entends le prof, mais j'entends aussi la sirène qui passe dans la rue. J'entends le gars qui demande la gomme au voisin. Donc, c'est un moment, en fait, ce sont des événements. Ce que je propose aux étudiants, par exemple, quand ils veulent se rappeler leur cours, c'est quand ils font leur mind map du contenu du cours, à un moment, ils sont coincés. Ils ne savent pas comment faire pour pouvoir... Il y a une partie du cours qui était, je ne sais pas, sur le dérivé, mais je ne sais pas qu'est-ce que le prof il a dit. Ouais, parce qu'au moment où il a dit ça, il y a mon téléphone qui vibrait. Ok, rappelle-toi la sensation de vibration dans ta poche. Ok, ça vibre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ouais, il y a un tel qui a rigolé. Et à ce moment-là, le prof, il disait en fait qu'il faisait la dérivée par Ah oui, le prof, il a dit telle chose. Donc, et là, boum, on se reconnecte à l'information que l'on avait dans le cours. Et donc, ça permet en fait de commencer à apprendre et de réactiver sa mémoire. Ses mémoires. Les mémoires de la vue, la mémoire de l'auditif, la mémoire kinesthésique, des fois la mémoire olfactive, parce qu'il y a des odeurs dans la classe, et la mémoire du goût, si on est en train de mâcher un chewing-gum en douce. donc tout ça, il faut stimuler, quand on a une expérience, si on se donne la possibilité de revivre l'expérience à travers le plus de sens possible, à ce moment-là, on a plus de chances de réaccéder à l'information. C'est comme ça aussi que j'utilise à titre personnel et dans le cadre du travail également. Ok, d'accord, très bien. Super. Pour terminer ce podcast, j'ai 2 petites questions à te poser encore. La première, c'est par rapport à tout ce que tu as fait, tout ce par quoi tu es passé jusqu'à aujourd'hui, ton expérience personnelle, professionnelle, est-ce que tu as des choses que tu aurais refait différemment ? Ou est-ce que tu as des regrets ou au moins quelque chose que tu aurais fait différemment ? Aujourd'hui, je suis ce que je suis par rapport à toute la somme des expériences que j'ai vécues. C'est marrant parce que là, j'aurais dit... dans le premier épisode, Julia, la sophrologue, m'a dit une phrase qui était presque similaire à celle que tu viens de dire au même moment. D'accord. Je pense que je suis ce que je suis par rapport à la somme des expériences que j'ai fait. Si je change ces expériences, je serais aujourd'hui quelqu'un d'autre. Donc, des fois, j'ai fait des choix qui étaient peut-être pas bons, mais j'estime que c'était ce que je peux faire de mieux au moment où je les ai pris. Donc, pas bon par rapport à quoi ? Par rapport à peut-être des résultats qui sont apparus après coup. Est-ce que je voudrais changer ? Non. Ce que je peux dire, c'est que à chaque fois, j'apprends aussi bien des erreurs que ce qu'on a dit au Canada, les bons coups, là, les choses qui marchent. Si je devais en fait me rappeler de quelque chose assez régulièrement, c'est en fait l'amour est une énergie en fait très puissante et très positive, et des fois ça m'arrivait de faire des choix peut-être par ego, et c'est quelque chose qui fait que
peut-être que aujourd'hui, il y a certaines personnes à qui je ne parle plus. Ouais. Et donc, je pense que quand je serai plus vieux et que je reviendrai en arrière, je me dirais, mais putain, j'ai fait une montagne sur un mollet de serpent, quoi. Parce que finalement, on est juste des gens avec nos qualités, nos défauts, on est comme on est, quoi. Et C'est sûr. c'est dommage, en fait, de se priver de certaines expériences. Mais en même temps, aujourd'hui, des fois aussi, je reconnais que j'ai fait certains choix aussi, quelque part, pour me donner la possibilité de faire autre chose. Et donc, on verra plus tard si c'était des bons choix ou pas. Je ne sais pas. On verra. Super, super, très bien. Et enfin, j'aurais aimé te demander s'il y a un film, un livre ou un lieu qui t'a récemment inspiré. Là, c'est une très bonne question. Euh, je suis assez régulièrement, en fait, inspiré par des films. Mhm. Alors le livre, évidemment, on est d'accord, tu peux pas citer ton livre. Hein. Non, bien sûr. Mon livre, c'était une superbe expérience avec le co-auteur, Ouais. avec Bernard. C'est peut-être l'objet d'une autre discussion. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, en fait, un livre que je suis en train de lire en ce moment que je trouve vraiment intéressant. Alors oui, alors voilà, j'ai des livres. Il y a un livre qui m'a été offert qui s'appelle Qui a piqué mon fromage. Ouais, C'est un livre de Johnson Spencer. ouais. C'est un livre qui m'a beaucoup aidé après mon arrivée au Canada pour dépasser certaines réticences que j'avais au changement finalement. Puisque même si je travaille dans la gestion du changement, de la gestion de projet, des fois, il m'arrive aussi d'avoir du mal avec certains changements. Qui a piqué mon fromage, c'est le livre par excellence pour pouvoir revisiter les difficultés des fois que l'on a à changer. Donc je recommande vivement ce livre-là. Super, 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 super référence. Merci beaucoup. Question, parce que ce n'est jamais la dernière question. Le retour des forces vives en Guadeloupe, tu reviens quand? J'espère revenir régulièrement, au moins une fois par an. Par contre, j'ai fait le choix de m'installer à Montréal Ouais. pour les prochaines années. Mon projet par rapport à la Guadeloupe, c'est de revenir pour pouvoir partager et, et aussi m'enrichir de toutes les expériences que je pourrais avoir. J'ai la chance de pouvoir faire une présentation bientôt au Spot Coworking sur le mind mapping, donc ce sera ce vendredi. Donc ce sera une introduction avec les participants. Lundi, j'aurai également la possibilité de faire une présentation auprès des élèves de prépa du lycée Bainbridge. Super. Donc ça va être un moment important pour moi puisque Et pour eux aussi, sûrement. pour eux aussi, j'espère que ce sera utile et pertinent. J'ai le proviseur du lycée Bainbridge et son équipe qui ont été formidables, qui m'ont accueilli aujourd'hui, avec qui j'ai eu des échanges. Donc ça a été vraiment une expérience riche. Et puis voilà, si j'ai la possibilité de revenir régulièrement pour partager certaines techniques comme la PNL, le mind mapping et puis d'autres choses, puisque Montréal c'est en fait un des pionniers dans l'intelligence artificielle et l'informatique, je serais ravi de venir pour faire ce type de synergie. Et puis je suis Scrum Master et coach agile, donc il y aura peut-être aussi des besoins à ce niveau-là en Guadeloupe. Donc je serais vraiment content de pouvoir m'imprégner de comment on travaille en Guadeloupe et partager avec ce que je rencontrerai pour pouvoir, comme on dit, monter le niveau. Eh ben, super, super, très bien. En tout cas, Montréal n'est pas très loin, donc... 4h30, 4h40, c'est à côté. Ouais, ouais, tu es plus proche de la Guadeloupe que si tu étais à Paris, de toute façon. C'est vrai. Voilà, super. Mais écoute, je te remercie vraiment beaucoup, Rémi, d'avoir participé à ce podcast. Merci, Jude. Merci pour ton échange. Dernière chose, si on veut te joindre, oui. Si quelqu'un veut te joindre, te poser des questions. Alors,
J'ai mon LinkedIn. Ouais. On tape Rémi Roche et généralement on tombe sur mon profil. Donc c'est, je pense, une façon assez efficace et simple pour pouvoir me retrouver. Et puis dans le cadre de l'échange qu'on va avoir à travers LinkedIn, peut-être qu'après on ira plus loin. À ce moment-là, ce sera plus pratique de passer par email ou téléphone. Mais on verra après l'échange. D'accord, super, très bien. Mais je te remercie. Et puis je te souhaite bonne fin de vacances déjà, puisque je suis en vacances quand même. Et puis à bientôt alors. Merci Jude pour cet échange et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Cette interview est à présent terminée. Merci beaucoup d'avoir passé tout ce temps avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a plu et que ça vous donnera envie de vous abonner. Si vous cherchez les références du podcast ou que vous souhaitez me contacter, c'est sur Instagram et Facebook. Vous tapez Horzone Podcast et vous trouverez normalement toutes les infos. Dernière chose, si le podcast vous a plu, likez, commentez et partagez. C'est réellement ce qui va faire décoller le podcast, alors je compte sur vous. Je vous donne donc rendez-vous normalement dans un mois pour le prochain épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, surtout en ce moment si particulier. À très bientôt.